Bonjour, j'arrive au niveau du cours numéro 4 du module des techniques chimiques pour la biologie, le module M18, SP3. Et dans ce cours, je vais traiter les techniques de chromatographie. Alors d'abord, une définition de chromatographie. La chromatographie revient à des méthodes de séparation euh, qui sont basées sur les différentes affinités. Alors, l'affinité entre molécules, ce sont donc les euh, forces d'attraction entre ces molécules. Une molécule qui a une affinité pour quelque chose, c'est une molécule qui est attirée pour quelque chose, qui va avoir une sorte de liaison avec ce quelque chose. Donc, c'est une méthode de séparation. La chromatographie est une méthode de séparation qui est basée sur les différentes affinités d'un ou plusieurs composés à l'égard de deux phases. On va utiliser deux phases, une phase qu'on appelle stationnaire, donc qui ne bouge pas, et une phase qui bouge, qui est mobile. Alors généralement, pour donner un exemple très simple, la phase stationnaire, ça peut être un support de papier, c'est la phase stationnaire fixe, alors que la phase mobile, ça peut être un éluant, c'est-à-dire un liquide qui va passer à travers ce papier, il est donc mobile sur le papier. C'est ce qu'on appelle la phase mobile. Alors, quand un échantillon est déposé sur la phase fixe, l'exemple que je viens de donner est du papier, quand on dépose un échantillon contenant des molécules sur le papier, on va faire bouger ces molécules par la phase mobile, donc en utilisant donc un solvant par exemple. Et cette molécule va donc être mobilisée par la phase mobile, par ce liquide, en fonction de sa force de liaison avec la phase fixe. S'il est très attaché à la phase fixe, bah, on aura besoin de temps et de beaucoup d'éluants pour la mobiliser, euh, pour la déplacer sur cette phase fixe. Par contre, si la molécule n'est pas très fixée sur la phase fixe, s'il a de faible affinité pour cette phase, ben on va très très vite la déplacer par le solvant, c'est-à-dire par la phase mobile. Et donc cette différence de mobilité, cette différence de vitesse de déplacement va donner des molécules qui seront très mobiles, qui vont avoir des positions très loin, alors que d'autres molécules seront peu déplacées et on va donc comme ça séparer les molécules. Alors, dans la chromatographie, l'échantillon est analysé par comparaison avec d'autres substances déjà connues. Donc, on va faire la chromatographie du mélange qui nous intéresse et on va déposer à côté de mélange, on va déposer une molécule connue. Donc, si après la chromatographie, on a une tâche qui est exactement à la même position que la molécule connue, on va pouvoir identifier cette molécule inconnue. Donc, on va utiliser des substances qui serviront comme référence et permettront d'identifier ou de doser chaque espèce par comparaison des vitesses de séparation. Alors, on peut également déposer des quantités d'une molécule connue et comparer ces quantités aux tâches de la molécule inconnue et avoir une idée quantitative sur cette molécule. La chromatographie est réalisée dans le but soit d'analyser, donc dans un but analytique, soit de séparer, soit de purifier ou de doser des composés chimiques. Alors, la chromatographie, il existe différents types de chromatographie. Et on va commencer par la chromatographie qu'on appelle chromatographie d'inclusion-exclusion. Alors, pourquoi on l'appelle chromatographie d'inclusion-exclusion? C'est parce que on va mettre sur un support qu'on appelle une résine, donc un support formé par des grains. Et dans ces grains, on va avoir des molécules qu'on veut séparer qui ne pourront pas rentrer dans les pores des grains. Les grains contiennent des trous. Alors, si les molécules sont grandes, ils ne rentreront pas dans les pores de ces grains. Ils seront donc exclus. Par contre, si les molécules ont une petite taille, ils rentreront dans les pores des grains du support. Et dans ce cas-là, ils seront inclus.
raison pour laquelle on appelle cette chromatographie d'inclusion-exclusion. On appelle aussi gel filtration ou tamisage moléculaire. Donc, c'est une sorte de filtration sur un tamis. Un tamis, c'est un support formé de granules poreux avec des pores. En fonction de leur taille, les molécules à séparer vont être ou bien exclues des pores des granules et vont être facilement entraînées par l'alion. Ils vont descendre très rapidement parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les pores, donc ils vont être éliminés rapidement. Ou bien ils seront retenus dans les pores des granules et vont être retardés. Alors, on utilise comme support, comme granules, deux substances qui sont commercialisées sous le nom soit de Cefadex ou de Cepharose. Alors, venons-en maintenant au principe de cette chromatographie d'inclusion-exclusion. Voilà, ici, vous avez une colonne, ici, qu'on va remplir avec ces grains de résine. Voilà les grains de résine. Mais ces grains de résine contiennent des pores. C'est ce qu'on appelle un gel ou les granules de gel. Alors, nos molécules, donc j'ai pris ici l'exemple de deux molécules, une d'un grand diamètre et l'autre de petit diamètre. Celles ayant le grand diamètre vont être exclues, ils ne pénétreront pas à l'intérieur des granules. Par contre, les petites molécules vont rentrer à l'intérieur des granules. Résultat, les plus grosses molécules vont être rapidement exclues et sortiront les premières après la chromatographie, tandis que les petites vont prendre beaucoup plus de temps pour descendre parce qu'ils vont être retardés à l'intérieur des pores. En partant d'un mélange de deux molécules, on finira par sortir les plus grosses les premières et les plus petites en deuxième lieu. Et donc, on va séparer complètement les deux molécules par la chromatographie d'inclusion-exclusion. Alors, dans ce type de chromatographie, il existe une relation linéaire entre le volume d'édition et le logarithme de la masse moléculaire. Alors, si je porte ici la masse moléculaire, plus exactement le log de la masse moléculaire, et au niveau des abscisses, je mets le volume d'édition en millilitres par exemple. Alors, on va d'abord obtenir l'élution, c'est-à-dire la descente du liquide d'élution, qui va entraîner très vite avec lui les grosses molécules. On a dit tout à l'heure que les grosses molécules seront exclues du gel, donc ils vont sortir très rapidement. Ensuite, on va continuer à éluer, c'est-à-dire on va continuer à ajouter le liquide sur la colonne pour qu'il ne la lave, pour qu'il fasse de l'élution. Et on va commencer ici par obtenir les premières molécules qui sont retenues dans le gel. Et vous voyez que ce sont des molécules d'un log de masse moléculaire assez important. Donc, qui vont sortir les premières, ils seront suivis de molécules un peu plus petites jusqu'à un volume jusqu'à des molécules qui vont avoir une petite taille et seront sorties en un seul coup parce que leur taille va être tellement petite qu'ils ne seront même pas retenus par les pores des granules. Donc vous voyez qu'il y a une relation linéaire entre la taille des molécules et le volume d'élution. Plus la taille est petite, plus il nous faut plus de volume, jusqu'à un point où toutes les molécules sortiront parce qu'ils seront tellement petites qu'ils ne seront même pas retenus par le gel. Alors, le volume ici, ce volume-là est appelé volume mort parce qu'il correspond au volume des molécules qui sont exclues, qui ne sont pas retenues par le gel. Voilà ce que ça veut dire le volume mort dans une chromatographie d'exclusion. Alors, il y a un autre type de chromatographie qu'on appelle la chromatographie d'échantillon.
Alors, chromatographie d'échange d'ions, parce que c'est une chromatographie qui va nous permettre de séparer les molécules chargées, généralement des ions, des petites molécules chargées. Alors, sur quoi est basé le principe de la chromatographie d'échange d'ions? Elle est basée tout simplement sur un support, comme tout à l'heure, et ce support-là, c'est une résine échangeuse de cations. C'est tout simplement un support qui est chargé négativement et qui est capable d'attacher tout ce qui est chargé positivement. Ce qui est chargé positivement, ce sont des cations, et la résine est dite résine échangeuse de cations. Donc, on va apporter notre mélange à séparer pour simplifier la compréhension. J'ai pris ici 3 molécules, une molécule carrée, une molécule plus et une molécule moins. Si je fais passer ces molécules dans cette résine, si je verse ce mélange de molécules sur cette colonne-là, sur cette résine, ben, les molécules non chargées ne seront pas retenues, les molécules chargées négativement vont être repoussées. Par contre, les molécules chargées positivement vont être liées par les charges négatives. Donc, on aura fixation des cations et élimination des autres molécules ici. Si maintenant j'apporte un éluant, c'est-à-dire un liquide qui est capable de me décrocher des molécules chargées positivement, je peux le faire en apportant une solution dont le pH est différent, qui va modifier les charges et donc libérer les molécules chargées positivement. Comme je peux apporter une molécule qui a une grande affinité pour les négatives et qui va déloger, qui va enlever les molécules positives, et je finirai par obtenir que les molécules chargées positivement. L'objectif, c'est que je suis passé d'un mélange de différentes molécules et en faisant de la chromatographie échangeuse d'ions, j'ai purifié que les molécules qui sont chargées positivement. Donc, cette chromatographie d'échange d'ions utilise une phase stationnaire acide ionique capable d'échanger des ions avec ceux de la phase mobile. Voilà la phase stationnaire, la phase fixe. C'est celle-là, la phase fixe. La phase stationnaire qui se comporte comme un échangeur d'ions a la propriété de pouvoir échanger ces ions avec ceux d'une solution. Donc, cette phase fixe va échanger les ions et va retenir les ions chargés positifs. Donc, c'est tout simplement un support sur lequel est greffé des radicaux ici ionisés de charge négative. On peut également utiliser un support avec des ions positifs et dans ce cas-là, je retiendrai que les ions négatifs. Donc, elle va être soit cationique, parce qu'il va retenir les cations, c'est le cas ici, ou au contraire, il va être anionique si toutes les charges ici sont positives et vont fixer les charges négatives. Donc, soit des supports cationiques ou anioniques pour faire cette chromatographie. Alors, on va choisir des conditions opératoires de telle sorte qu'un des constituants des mélanges ne soit pas retenu par la phase stationnaire, la résine. Ici, c'est ces molécules-là qui ne sont pas retenues. Et ce qui est retenu, c'est le constituant chargé positivement. Donc ici, on va modifier les propriétés de l'éluant pour pouvoir décrocher ce qui est chargé positivement. Alors, je passe maintenant à une autre chromatographie qu'on appelle la chromatographie d'affinité. Alors, l'affinité, c'est la force d'attraction entre deux molécules. Une molécule qui a une affinité pour une autre molécule, c'est une molécule qui va être attirée par l'autre molécule. Et donc, l'affinité, c'est une sorte de force d'attraction entre deux molécules. Alors, on va jouer sur cette propriété des molécules pour pouvoir les séparer. Et cette chromatographie d'affinité est souvent utilisée en présence d'anticorps et d'antigènes. Alors, je m'explique. On va prendre une résine comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va fixer sur cette résine des anticorps.
C'est ce qu'on appelle ici des ligands. Les ligands, c'est la molécule qui va pouvoir lier une autre molécule. On appelle ça un ligand. Ensuite, on va passer sur cette colonne, cette résine, un mélange de molécules qui contiennent un antigène qui est reconnu spécifiquement par l'anticorps. Donc, si je fais passer ce mélange sur cette résine, on va avoir les molécules qui vont être éliminées, la molécule en losange ici et la molécule carrée. Par contre, la molécule en arc, qui est l'antigène, va être retenue par l'anticorps. Donc, on aura éliminé toutes les autres molécules, sauf les antigènes qui nous intéressent. Ensuite, en apportant un éluant spécifique, on va décrocher l'antigène et on ne gardera ici, on ne recevra ici que l'antigène pur. Donc, voilà une chromatographie d'affinité qui va nous permettre de séparer les molécules. Donc, cette chromatographie, je répète, est basée sur l'affinité entre un ligand et la molécule à séparer. Le ligand est d'abord fixé sur la résine de la colonne, puis reçoit le mélange dont il va accrocher les molécules qui lui est spécifique. Ici, c'est les antigènes qui sont liés spécifiquement à l'anticorps. Alors maintenant, le décrochage à ce niveau-là, va se faire en utilisant un éluant. Alors, l'éluant peut être un tampon de haute force ionique. Si vous apportez un tampon de haute force ionique, vous délocalisez et vous décrochez l'antigène de l'anticorps. On peut jouer sur le pH aussi, qui va modifier la charge des molécules et donc va agir sur l'interaction de ce complexe et sa dissociation. Ou alors, on peut apporter une molécule qui a une grande affinité par l'anticorps, qui va déloger l'antigène, qui va enlever l'antigène et prendre sa place. Alors, j'ai fini avec la chromatographie d'affinité et je vais aborder maintenant ce qu'on appelle la chromatographie d'adsorption. Alors, chromatographie d'adsorption, elle est basée sur l'adsorption du solité sur la phase fixe, solide, et sur l'élution, qui est la désorption. Alors, elle consiste à fixer une molécule sur une phase par adsorption. Adsorption, c'est la force d'attachement d'une molécule sur un support, l'adsorption. Et une fois que la molécule est adsorbée, on va la déloger, la désorber, c'est-à-dire l'enlever en utilisant l'élution. Et l'élution se fait par une phase mobile. Alors là, toujours, on a une phase fixe sur laquelle on va effectuer l'adsorption et la molécule adsorbée va être enlevée par une phase mobile, qui est, dans ce cas, l'éluant. Et donc, l'adsorption est la fixation plus ou moins forte du solité. Le solité, c'est les molécules qui sont contenues dans la solution et qu'on veut séparer. Donc, l'adsorption est la fixation plus ou moins forte du solité sur la phase fixe. Alors, cette adsorption est basée sur de liaisons de faible énergie, alors que l'élution revient à l'extraction du solité absorbé à l'aide de l'éluant. Alors maintenant, une molécule qui va s'absorber avec une faible force sera très très vite enlevée, alors qu'une molécule qui va s'absorber avec une grande force sera éluée plus tardivement et difficilement. Alors, dans cette chromatographie d'absorption, on considère ce qu'on appelle le rapport frontal ou la rétention frontale. Alors, qu'est-ce que le rapport frontal? C'est tout simplement la hauteur de migration du solité. Quand on met un support, si le support par exemple est du papier, si on touche le solvant, l'éluant va remonter dans le papier par capillarité et on va avoir un niveau du solvant sur le papier. C'est donc la hauteur de migration du solité. C'est donc la hauteur de migration
du solvant. Et on va avoir les molécules aussi qui vont se déplacer sur ce papier-là. Ils vont se déplacer à une certaine hauteur. Si maintenant je divise la hauteur de migration du soluté par la hauteur de migration du franc, la hauteur du franc de migration, j'obtiens ce rapport frontal. Et les spécifiques d'une molécule dans des conditions données. Dans les mêmes conditions, une molécule aura toujours le même rapport frontal. Alors maintenant, on va voir la phase fixe qui, j'ai donné l'exemple du papier, c'est la phase fixe. La phase fixe, il va être imbibé par le solvant. Si ce solvant est de l'eau, la phase fixe va être une phase polaire. Et donc, si on a un composé qui est moins polaire, elle s'accrochera moins à l'adsorbant. Et donc, il va migrer très vite, puisqu'il est moins polaire. Et dans ce cas-là, on va choisir un élion qui est peu polaire. Je répète, si j'ai une phase fixe qui est polaire, et si j'ai une molécule qui est moins polaire, cette molécule ne va pas très bien se fixer sur le papier parce qu'il est polaire, la molécule il est apolaire. Et si j'apporte un élion qui est apolaire, je vais très très vite faire mobiliser la molécule apolaire. Dans le cas contraire, si j'ai un composé qui est polaire, il va très bien s'accrocher au papier qui est polaire et va migrer moins vite avec l'élion. Dans ce cas-là, j'ai intérêt pour le faire bouger à choisir un élion qui est polaire. Alors maintenant, les solvants qu'on utilise, les élions qu'on utilise, sont très connus par les chimistes et par ordre de polarité décroissante, les solvants couramment utilisés sont l'élion le plus polaire est l'acide acétique. Il est plus polaire que l'eau, qui est plus polaire que le méthanol, qui est plus polaire que l'éthanol. Ensuite, il est suivi par l'acétate d'éthyle, le déchlorométhane, l'éther éthylique, le benzène, le toluène et le tétrachlorométhane et ensuite l'hexane. Donc vous voyez, plus la molécule contient des fonctions ionisables, plus il est polaire, comme ici de l'acide acétique, il s'ionise facilement sous forme COO-H+, donc c'est une molécule qui est extrêmement polaire. Contrairement à l'hexane, qui est une molécule qui n'est pas du tout ionisable, qui est un cycle C6H14. Donc voilà les élions partant des élions les plus polaires et arrivant vers les élions les moins polaires. Alors maintenant, la chromatographie d'absorption peut se réaliser en couche mince ou alors sur colonne. On va commencer par la chromatographie en couche mince. C'est ce qu'on appelle CCM, chromatographie en couche mince. Alors, la chromatographie en couche mince est une chromatographie qu'on va opérer dans une cuve de chromatographie. Voilà, une cuve de chromatographie. Alors, des fois, on utilise juste un bécher qu'on va couvrir avec un couvercle, une boîte de pétri. Dans ce bécher, on va mettre ici l'élion, ici, en bleu. Et on va prendre donc une couche de chromatographie, une couche mince, une CCM, dans laquelle on va déposer nos échantillons exactement à cette ligne de dépôt. Ensuite, on va prendre cette couche mince, qui peut être une couche de silice ou d'alumine. Ce sont des couches très fines formées de silice, c'est comme des couches de sable très fins. Et on va donc déposer l'échantillon ici. Ensuite, on va suspendre cette couche d'une manière verticale, de sorte qu'elle touche l'élion. Quand cette couche va toucher l'élion va monter dans la couche par capillarité. Il va donc mouiller la couche, il va monter vers le haut. Il va continuer à monter jusqu'à un maximum qui est le front du solvant. Le solvant va monter sur cette couche mince.
En montant, il va rencontrer le dépôt du mélange ici. Et il va vouloir l'entraîner vers le haut. Il va vouloir le mobiliser vers le haut. Alors, si j'ai des molécules qui sont très attachées à la phase fixe, elles migreront avec une faible vitesse. Par contre, si j'ai des molécules qui sont peu attachées à la phase fixe, l'aiguillon va les déplacer très très vite. Et on aura donc, en fonction de la nature des molécules, un niveau de migration qui est différent de l'autre niveau de migration. Et comme ça, j'aurai séparé deux molécules qui ont deux comportements différents vis-à-vis de leur absorption à cette phase fixe, la phase mobile étant l'aiguillon. Donc voilà le principe de la chromatographie en couche mince. Donc, je résume, l'échantillon est déposé sur une plaque de silice ou d'alumine et l'ensemble est placé dans une cuve ouverte. L'aiguillon monte à travers la phase stationnaire, essentiellement par capillarité, et chaque composant de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Alors, le front du solvant, c'est le front de migration de l'aiguillon. C'est ce front-là. Sa vitesse, donc, la vitesse de la molécule dépend d'une part des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque stationnaire et d'autre part de sa solubilité dans la phase mobile. Donc, la molécule qui est déposée ici, elle est gouvernée par sa force d'interaction avec la phase fixe, mais elle est aussi gouvernée avec sa solubilité dans l'aiguillon. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va partir dans l'aiguillon ou pas? Est-ce qu'il va être soluble dans l'aiguillon ou pas? Plus il est soluble, plus il va aller très très vite avec l'aiguillon. C'est le cas de cette molécule-là. S'il est moins soluble, s'il se fixe sur la phase fixe, ben, il se déplacera très très longtemps. Alors après élution, la révélation se fait à l'œil nu si le produit est coloré. Si cette molécule donne une tache colorée, on va voir à l'œil nu. S'il ne donne pas de coloration, s'il est invisible, on va la colorer par un colorant spécifique, ou alors on va utiliser l'UV pour s'il est fluorescent, par exemple. Alors on utilise dans ce cas-là des éléments qui vont nous permettre de voir ces taches, c'est ce qu'on appelle des révélateurs chimiques. Alors comme révélateur, vous pouvez avoir l'iode, vous pouvez avoir la vanilline, vous pouvez avoir la ninhydrine, et vous ferez en TP la ninhydrine comme un révélateur dans le TP de chromatographie. Alors, ce qu'on obtient maintenant, la couche mince avec les taches, c'est ce qu'on appelle un chromatogramme. Et la CCM, la chromatographie en couche mince, est souvent utilisée pour des fins analytiques. Alors maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est la chromatographie en couche mince à une seule dimension, mais sachez qu'il y a aussi des chromatographies en couche mince à deux dimensions. C'est ce qu'on appelle la chromatographie bidimensionnelle. C'est une chromatographie qui se fait en deux temps. Dans le premier temps, on va utiliser une chromatographie verticale et qui sera suivie dans un deuxième temps par une chromatographie après avoir fait une rotation du support de 90 degrés. C'est ce que je vais expliquer au niveau de la figure 23. Alors voilà la première chromatographie. On a un support de chromatographie, une couche mince, dans laquelle on va déposer notre mélange. On va donc suspendre la couche mince d'une manière verticale pour qu'elle touche l'aiguillon. L'aiguillon va remonter dans le chromatogramme et va pouvoir séparer les molécules en fonction de leur vitesse de déplacement. Donc, je vais obtenir à partir de ce mélange, par exemple ici, 3 molécules. Alors, si maintenant je soupçonne que dans chaque tâche, il n'y a pas seulement une molécule, mais peut-être qu'il y a plusieurs molécules difficilement séparables, je vais pouvoir passer à la deuxième dimension en inclinant le papier d'une manière horizontale et en le mettant dans un deuxième aiguillon qui va permettre de faire bouger les points vers le haut. Alors vous voyez que le premier point ici
donne toujours une seule molécule. Par contre, le deuxième point ici va nous donner deux molécules différentes. C'est également le cas pour la troisième tâche ici, qui va nous donner deux molécules. Donc voilà la première dimension de la migration. Et voilà la deuxième dimension de la migration, dans laquelle on opère avec un deuxième ion qui est différent du premier ion. Donc c'est une chromatographie bidimensionnelle qui est beaucoup plus précise et qui est utilisée dans le cas où on a des molécules très proches, qui ont des comportements très proches et difficiles à séparer. Alors pour finir, on peut aussi utiliser cette chromatographie en utilisant un support qui est une colonne. Et la chromatographie sur colonne est basée sur le même principe et s'emploie pour préparer une bonne quantité d'insoluté donnée. Alors là, c'est une chromatographie sur colonne qui est préparatoire. C'est lorsqu'on veut préparer une grande quantité des molécules et en les séparant. Donc on le fait non pas sur une couche mince, mais sur colonne. Alors, j'arrive maintenant à ce qu'on appelle la chromatographie de partage. Alors j'en ai un petit peu parlé au début, j'ai donné ça comme exemple. C'est la chromatographie sur papier. Alors, chromatographie de partage, pourquoi on appelle de partage? Parce que c'est une chromatographie qui est basée sur le partage d'une molécule entre la phase fixe, la phase stationnaire fixe, et la phase mobile. Alors, je m'explique. Donc, je prends le papier. Le papier est imbibé d'eau. Donc, le papier, c'est de la cellulose. La cellulose, c'est des polymères. Et entre ces polymères, il y a des pores, il y a des trous. Ces trous sont remplis avec de l'eau puisque le papier est imbibé. Et donc, la phase du papier serait donc une phase fixe qui va lier les molécules qui sont plutôt hydrophiles. Par contre, je peux apporter un solvant qui contienne un mélange dans lequel il y a un liquide qui est hydrophobe. Et ce solvant-là va permettre de mobiliser toutes les molécules qui ne sont pas très attachées au papier et qui n'ont pas une nature polaire, nature hydrophile. Donc, la molécule va être partagée soit vers la phase fixe, ou alors, s'il n'est pas de nature polaire, il va aller vers la phase mobile. Et donc, il y a un partage. Il y a cette molécule qui va être plus ou moins attirée par l'une des deux phases. Si elle est plus attirée par la phase fixe, il migrera avec une petite vitesse. Il donnera donc une tâche vers le bas. S'il est beaucoup plus apolaire, elle va migrer très rapidement et donnera des tâches vers le haut. Donc voilà le support de cette chromatographie de partage, qui est un support de papier. Et voilà une molécule rouge, ici, qui est polaire, donc elle va s'accrocher beaucoup plus au papier, qui migrera avec une faible vitesse. Par contre, la molécule ici jaune est beaucoup plus apolaire. Elle va migrer très rapidement et sera vers le haut du papier. Ici, on a le front du migration du solvant dont on a parlé tout à l'heure pour déterminer le rapport frontal. Donc, je résume, la chromatographie de partage est basée sur la rétention. La chromatographie de partage est basée sur la répartition différente, c'est-à-dire un partage différent d'un solité dans deux phases. Si le solité est plus soluble dans la phase mobile, il se déplacera plus facilement que celui qui l'est moins. Dans la chromatographie sur papier, la phase mobile est le plus souvent un solvant organique et de l'eau. Donc on utilise le plus souvent de l'eau qui est mélangée avec un solvant organique. Par contre, la phase stationnaire est constituée par l'eau elle-même adsorbée sur la cellulose du papier ou liée chimiquement à elle. La chromatographie sur papier est réalisée dans un but analytique. Alors, de même qu'on peut séparer ces molécules par des liquides, on peut également
séparer les molécules en phase gazeuse, c'est-à-dire on peut transformer une solution en gaz et faire la séparation en phase gazeuse. C'est ce qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse. C'est également une chromatographie de partage. On va partager les molécules en fonction de la phase fixe et de la phase mobile. Et cette chromatographie en phase gazeuse nécessite de vaporiser l'échantillon. On va donc transformer un échantillon liquide en gaz en le chauffant par exemple et en faisant attention de ne pas dégrader l'échantillon. Et on va utiliser comme phase mobile, non pas un liquide, mais un gaz. On utilise généralement l'hélium ou l'hydrogène, qui sont des gaz inertes. Voilà une idée sur la chromatographie en phase gazeuse. C'est également une chromatographie de partage, mais qui s'utilise sous forme gaz. Alors maintenant, j'arrive à une chromatographie qui a eu beaucoup de succès, qui est très utilisée dans les laboratoires d'analyse, qui est la chromatographie liquide de haute performance. Alors on l'appelle par l'abréviation HPLC, qui est l'abréviation du nom anglo-saxon High Performance Liquid Chromatography, HPLC. Et c'est la chromatographie la plus utilisée de nos jours. Elle est à la fois analytique et préparative. Et dans cette chromatographie, la phase mobile est formée d'un liquide, alors qu'il faut distinguer deux cas pour la phase stationnaire. Quand on utilise une HPLC dans laquelle la phase stationnaire est d'une nature polaire, on parle d'une HPLC en phase normale. Par contre, quand on utilise la phase stationnaire apolaire, on parle d'une HPLC en phase inverse. Alors, pourquoi on l'utilise beaucoup? Parce que l'appareil HPLC aujourd'hui est très performant, elle est complètement automatisée. On a dans cet appareil des microprocesseurs, des micro-ordinateurs qui sont capables de piloter des opérations. Et un appareil HPLC comprend différents modules que vous voyez ici. Donc, pour cette HPLC, il y a voilà le schéma de principe. Il y a un réservoir dans lequel on va mettre les ions avec une petite agitation ici et un filtre pour qu'il nous filtre les ions. Et on va mettre une pompe qui va donc aspirer cet éluant et va donc créer une pression qui va pousser le circuit ici. Et là, c'est l'élément le plus important, c'est un injecteur dans lequel on va injecter par une aiguille des microlitres de solution à analyser. Ces microlitres vont passer dans cet élément qui est la colonne. La colonne, donc les molécules vont rentrer, ils vont se déplacer plus ou moins vite en fonction de leur absorption sur la colonne en utilisant cet diluant sous pression. Et on va avoir donc des molécules qui vont plus ou moins migrer ici, avec une vitesse plus ou moins importante, et qui vont sortir. Dès qu'ils sortiront, ils vont être détectés par un détecteur. C'est tout simplement un lecteur UV, par exemple, qui va être orienté vers la longueur d'onde dans laquelle les molécules absorbent au maximum. Et une fois que le détecteur a détecté le passage des molécules, il va transmettre le signal vers un enregistreur qui va afficher des pics au niveau de l'écran de l'ordinateur de l'HPLC. Et on va récupérer ici les molécules séparées à la sortie. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme signal dans cette HPLC? Donc, à la sortie du colonne, on va obtenir donc, des pics en fonction du temps. Ici, vous avez le temps en minutes, ici au niveau des abscisses, de 0 à 50 minutes. Le 0 correspond donc au temps de l'injection de l'échantillon par l'aiguille. Et ici, on a l'amplitude, c'est-à-dire des pics qui sont mesurés en unités de milliabsorbance, ici. Donc, si j'analyse maintenant chacun de ces pics, en théorie, chaque pic devrait correspondre à une molécule.
Et donc, si j'analyse un pic, le pic, il est surtout caractérisé par le temps de rétention, c'est-à-dire le temps que la molécule a passé dans la colonne depuis l'injection jusqu'au pic de cette molécule, qui est la moitié de ce pic-là. Donc, ce temps-là est le temps de rétention. Alors, je vais dire, voilà, il y a des molécules qui ont 1 minute de rétention, il y a des molécules qui ont 1,2 minutes de rétention, 1,4, etc. Donc, une molécule est caractérisée par son temps de rétention. Et le pic, il est aussi caractérisé par la hauteur de cette molécule, hauteur du pic, par rapport à la ligne de base. Donc voilà, quand les molécules vont sortir de cette colonne, ils vont être détectés et la détection va nous donner des pics et chaque pic va correspondre, en théorie, à une molécule. Donc voilà le tracé de l'HPLC et voilà l'analyse. Donc voilà les différentes techniques de chromatographie qui sont des techniques très performantes et intéressantes pour la séparation et l'analyse des molécules et qui sont basées sur des principes tels que l'affinité, le partage, euh, l'adsorption et qui font appel à deux supports. Le support fixe, qui est donc l'élément fixe sur lequel se fixeront les molécules, et l'illusion, qui est la phase mobile, qui va plus ou moins déplacer ces molécules. J'ai fini donc ce cours sur la chromatographie. Merci pour votre attention.